Donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de s'étaler encore plus sur le lifetime value, donc et entrer encore plus sur son calcul. On a fait une petite présentation l'autre fois par rapport à cela, mais aujourd'hui, on va encore entrer en plus de détails. Pourquoi? Parce que euh, en fait, j'ai fait juste une introduction sur le lifetime value, mais je n'ai pas mentionné tous les calculs à y mettre. Donc, il y a le present value, il y a le net present value, il y a le future value, il y a le net future value. Il y a plusieurs termes euh, que beaucoup de nos amis ingénieurs ne connaissent pas. Et ce sont des termes économiques et financiers et qui influent dans le process du calcul de lifetime value. Alors, je pense que ce serait intéressant d'entrer encore plus en détail par rapport à cela. Et aussi que, pourquoi? Parce que c'est nécessaire aussi de calculer le coca. Et pour calculer le coca, en fait, on a besoin du lifetime value. Donc voilà, ça va être un peu des exercices financiers aujourd'hui, malheureusement. Mais ce sera quelque chose que vous aimerez. Donc, euh, donc, en fait, pour pouvoir savoir si votre entreprise est attractive et surtout sustainable, pérenne, d'un point de vue microéconomique, il faut que le lifetime value soit plus grand que le coca, que le cost of customer acquisition. Et les rules qu'on met par rapport à ça, les techniques et les tips, c'est que le lifetime value, il doit être 3 fois plus que le coca, voire plus grand. Et en d'autres termes, si vous pouvez acquérir des clients à un coût qui est beaucoup moins cher que le lifetime value, et ainsi, il faut toujours, l'objectif du business, c'est de monter le lifetime value et descendre le coca. Donc là, on va discuter un peu de quelques cas qui sont existants. Donc, il y a pets.com qui a été fondé en 98 et qui est un e-commerce de vente de produits d'animaux, de pets, et qui ont facilement fait une levée de fonds auprès d'investisseurs à plus que des millions de dollars. Alors là, avec les millions de dollars ils avaient vraiment mis la totale sur la pub euh, et même sur le Super Bowl. Des pubs sur le Super Bowl, à part des pubs sur Internet. Et je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à une pub sur le Super Bowl, qui est l'événement le plus médiatisé et le plus cher au monde. Donc, généralement, les 30 secondes sur le Super Bowl, ils coûtent 1 million de dollars. Et ils étaient en train de vraiment perdre beaucoup d'argent sur chaque client qu'ils capturent. Euh, alors, mais et les fondateurs, en fait, ils disaient que nous avons des clients, ces clients-là, on les a capturés et à partir de la prochaine, des 2 prochaines années, en fait, nous allons avoir un cash flow positif après avoir capturé ces clients. Pourquoi? Parce que ces clients pourront devenir en fait des returning clients. Et puis malheureusement, les clients n'étaient pas des returning clients et ils ont réalisé que le lifetime value de leur produit, il était très inférieur au coût d'acquisition des clients. Et en novembre 2000, ils ont pratiquement fermé la porte. 300 millions de dollars de l'argent des investisseurs, il a été perdu. 100 millions de dollars. Et là,
En fait, c'est 300 millions de dollars, une leçon d'éducation. Et c'est une analyse disciplinée et intellectuelle, honnête, par rapport à quelques facteurs cruciaux de succès dans l'économie et dans le business. Et par rapport aussi à tout ce qui est, par rapport à tout ce qui est entrepreneurial, c'est pas des maths en fait. Si, c'est des maths, mais c'est beaucoup plus simple que des maths. Et même si le LTV, le lifetime value n'est pas égal à trois fois, trois fois le coca, et ben c'est pas trop méchant. En fait, comme nous l'avons dit, on doit savoir calculer le LTV, puis on va calculer le coca. Mais pour pouvoir calculer LTV, nous avons besoin de quelques basiques de finance, des concepts nommés compounding and discounting. Et normalement, vous connaissez au moins le compounding si vous avez déjà pris un crédit bancaire. Donc, avant d'y commencer, j'aimerais bien que vous réalisiez cela et on débutera dans 10 minutes la partie compounding process. Donc, assumons en fait que vous avez déposé dans une banque 100 dollars, 100 euros, et que cette banque vous donne 10% d'intérêt annuellement, compounded interest. Quel serait votre montant total d'argent dans 3 ans? La première année, ça va être 100 dollars, plus 100 dollars fois 0,1, ça va faire 110 dollars. La deuxième année, ça va faire 110 dollars fois 1,1 et ça va faire 121 dollars. Et voilà, les intérêts, ils sont passés de 110 dollars et ils sont ici compounded, comme on a dit. La troisième année, ça va être 121 dollars fois 1,1, et ce qui fait 133,1. Et là, c'est le compounding process. Vous avez vu? En fait, on ne part pas de la valeur nominale. On ne rajoute pas sur la valeur nominale. On rajoute chaque fois sur la valeur qui a été réinvestie. Alors, combien cela nous prendrait afin de pouvoir doubler les 100 dollars, assumant que nous avons un taux d'intérêt à 10%. En combien d'années? Si vous avez un peu réalisé, en fait, là, c'est 100 dollars. Là, c'est 100 dollars à la 0 année. À la première année, ça fait 100 dollars plus 100 dollars fois 0,1, ce qui fait 100 dollars fois 1 plus 0,1, ce qui fait 100 dollars fois 1,1, qui nous a donné 110 dollars. Dans la deuxième année, ça fait 100 dollars fois 1,1 au carré. Pourquoi? Parce que les 100 dollars fois 110 dollars fois 1,1, ça égale 100 dollars fois 1,1 fois 1,1, etc. Donc, en fait, ce qui change, c'est le carré. Puis à chaque année qui s'ajoute, en fait, on ajoute, ça change avec le facteur, le factoriel plutôt. Et donc, ça fait 101, 1,1, la deuxième année 1,1 au carré, la troisième année 1,1 au cube. Donc, ce petit exercice pour vous, combien ça prendrait pour doubler les 100 dollars? Combien ça prendrait d'années? Assumons que 10% est l'intérêt. 100 dollars, ça va être égal on va faire la petite équation ensemble. Les 100 dollars fois 1,1 à la puissance n, qui est le nombre d'années, ça est égal à 200 dollars. Essayez, s'il vous plaît, vous avez 10 minutes pour pouvoir calculer cela. Si 100 dollars fois 1,1 à la puissance n égale 200 dollars, donc 1,1 à la puissance n, c'est égal à 2 dollars. Donc n, c'est le logarithme de 1,1 de 2.
le logarithme base 1,122, ça t'égale à 7,272. Ça, c'est la solution mathématique qui est un peu compliquée à calculer et à présumer. Donc, il y a une autre solution qui est très simple, c'est de directement diviser le chiffre 72 par le nombre, par le taux d'intérêt. Si dans ce cas, nous assumons que le taux d'intérêt est 10, donc ça va être 72 par 10, ça fait 7,2, qui est presque pratiquement à 7,272. Là, cette méthode, on l'appelle la méthode 72, et qui est directement, comme on l'a dit, de diviser le chiffre 72 par le taux d'intérêt. Et que pensez-vous, combien ça va prendre pour doubler 233 $ avec 7% d'intérêt? Donc c'est simple, c'est 72 par 7, ce qui fait 10,28 années. Donc c'est directement cela. C'est sans pour autant se casser la tête sur le chiffrage. C'est par rapport à double. Donc on veut doubler, donc c'est 72 directement. Donc on veut doubler. Hein. Ce n'est pas le cas pour si on ne veut pas doubler. Donc là, on dit bien on veut doubler. Donc, il y a aussi le chiffre magique exponentiel. Donc, et c'est un truc. Donc, supposons que nous allons prendre $1 crédit avec un pourcentage d'intérêt 100% sur une année. Et ben, ça va faire directement $2 la première année. Et c'est pratiquement 1 fois 1 plus 1 par 1 à la puissance 1. Et ce qui nous fait 2. Donc, le 1 qu'on a rajouté ici, c'est le taux d'intérêt. Et le 1, c'est la période sur laquelle on a divisé. Et qui est le même, le 1 exponentiel, qui est la période. On le met à 2 reprises. Donc, si on prend le même cas pour un semestriel, pour un crédit semestriel, donc $1 avec 50% d'intérêt sur le premier semestre, ça fait 1 fois 1,5, ça fait $1,5. Et la même chose pour le second semestre, donc, mais ça va devenir, on a maintenant $1,5, on n'a plus les $1, car on a gagné sur le premier semestre, donc ça va nous faire 1,5 fois 1,5, ça fait 1 fois 1,5 carré, ça fait 2,25. Ou bien, ça équivaut à 1 fois 1 plus 1 sur 2, le tout à la puissance 2, comme on a discuté ici, dans ce cas-là. Ça, c'est la période. La période est devenue 2 fois. Donc, on est en train de prendre les intérêts à 2 reprises sur une même période. Si on le fait mensuellement, ça va faire 1 mois. Donc, ça va faire 100% sur pratiquement 12 d'intérêt. Ça va faire 1 fois 1,83, 0,83, ça va faire $1,083. Et sur les 12, ça va faire 1 fois 1,83 à la puissance 12, ce qui nous fait 2,6. Ou bien, c'est le 1 fois le 1 plus 1 sur 12 à la puissance 12, et c'est 2,613. Si on le fait journalier, eh ben, ça va faire tout simplement, ça va faire tout simplement 365 jours et 100% d'intérêt. Donc ça va être 1,00273, et sur les 365 jours à la puissance 365 jours, ça va faire $2,7. Et si on le fait, c'est équivaut aussi
fois 1 plus 1 sur 365 à la puissance 365, ce qui nous fait 2,714, qui est le chiffre magique E exponentiel. Et sachez que toutes les banques, la plupart, font des intérêts soit mensuels, euh, soit journaliers. Pourquoi? Car ça fait des intérêts composés continus et ce qu'on appelle continuous compounding. Là, on a compris toute la partie compounding process et nous allons partir sur tout ce qui est discounting process, ce qui est un autre terme dont vous avez besoin. Donc, assumons qu'une personne se propose de vous donner 100 dollars aujourd'hui ou bien 110 dollars demain, l'année prochaine. Donc, j'espère que vous avez essayé de calculer le discounting process. Donc, rappelons l'exercice. Donc, quelqu'un vous propose de vous prêter 100 dollars aujourd'hui ou bien 110 dollars l'année prochaine. Et le risque, ce sera risk-free, il va devenir un taux d'intérêt de 5%. Donc, si on voit un peu la timeline, nous avons 0 today et l'année 1, donc 10 dollars. La différence entre les deux, c'est 10 dollars. Donc, 5% free, compounded annually, ce qui nous fait 105 dollars l'option 1. Et l'option 2, elle nous fait 11 dollars. Ce qui fait 104,76. Et voilà. Vous voyez un peu la différence entre le compounded annually et le discounted annually. Donc les flèches, si on voit bien, elles sont en train de descendre dans le compounded annually. Par contre, les flèches, elles sont en train de monter. Nous revenons dans le discounted annually process. Donc, le discounting est l'opposé du compounding. Si par exemple, on multiplie 1 avec le taux d'intérêt dans le compounding, dans le discounting, nous divisons entre 1 plus le taux d'intérêt. Et là, dans le compounding, nous sommes en train de calculer la valeur future, ce qui est future value, ce dont on parle. Par contre, dans le discounting, nous parlons du present value, la valeur présente. Et le present value, c'est le concept qui est le plus récurrent dans les concepts de finance. C'est un fondamental et le plus utilisé. Supposons que quelqu'un va vous donner 100 dollars aujourd'hui, 110 dollars les 2 prochaines années, ou bien 30 aujourd'hui, 30 l'année prochaine, 40 dollars les 2 prochaines années. Quelle est l'option que vous allez choisir avec le même assumption 5% discount rate? Pour ce cas, on va prendre, vu qu'on est de 0 jusqu'à 2 ans, et du cas option 3, nous avons pratiquement 30, 30 et 40. Donc, par rapport à l'option 2, en fait, de 11 dollars, on va faire 110 dollars sur 1.0, ce qui nous fait 5, 1.05 plutôt, et ce qui nous donne l'équation 110 dollars sur 1,5 au carré, qui est l'annuité, et donc 99 $,77. Par rapport à l'option 3, nous avons 30 dollars sur 1,05 et nous avons 40 dollars sur 1,05. L'une nous donnera 30 plus 40 dollars sur 1,5 au carré égale à 94,85. La seconde nous fait 40 dollars sur
ça nous fera 94. La present value, ça nous fera 94,85. Donc, l'option 1, c'est la meilleure solution. Supposons aussi, maintenant, pour le cas, même cas que tout à l'heure, sauf qu'avec un discount rate de 4%. Donc, ce sera 110 par 1,04. 110 dollars sur 1,04 au carré, ça fait 101,7. Le même cas pour les autres, on a calculé et ça nous fait pratiquement present value à 95,82 dollars. Et donc, nous sommes sur l'option 2 qui est la meilleure solution. À chaque fois que le discount rate descend, la valeur présente augmente et vice-versa. Donc à chaque fois qu'on a un discount rate moins, eh ben nous aurons une valeur présente, present value plus grande. Et donc, si on en résume, la valeur présente, c'est le résultat du discount future value en présence. Et en général, on peut la formuler ainsi. Present value égale future value sur 1, interest rate de tout à la puissance n. Avec PV, c'est present value, FV, c'est future value, R, discount rate, ou bien le pourcentage de retour, et n, nombre de périodes. Ça pourra être bien sûr en année, en mois, en semaine, etc. Et ceci nous envoie au net present value. Present value, eh bien, assurément que vous allez investir 10 000 dollars. 10 000 dollars. Est-ce que vous allez pouvoir vous repayer ces 10 000 dollars dans 3 ans avec un discount rate de 5%? Ceci est votre exercice. Vous aurez 10 minutes pour cela. J'espère que vous avez essayé de le faire. Donc, assumons, comme on a dit, que nous voulons investir 10 000 dollars. Est-ce que cet investissement nous serait rentable après 3 ans avec un discount rate de 5%? Donc, le cash flow qu'on va mettre, qu'on va investir 10 000 dollars à l'année 0. À l'année 1, on présume avoir 3 000 dollars. À l'année 2, on présume avoir 4 000 dollars. Et à l'année 3, on présume avoir 5 000 dollars. Bon. Pourquoi on présume cela? Parce que c'est le temps de l'argent. La valeur du temps de l'argent. En fait, notre argent, le capital qu'on a investi, il y a de l'inflation dessus et il y a une perte de gain si nous avons investi ailleurs. Ou bien même si on a mis notre argent dans un dépôt à la banque avec intérêt fixe. Donc ce doit être calculé. Et ben, les 3 000 dollars, ils vont nous rendre, si on prévoit avoir 3 000 dollars la première année, et ben, on doit diviser par 1,5, 1,05, ce qui nous rendrait un cash flow initial de 2857,14. Pour la seconde année, 4 000 dollars, donc 3 628, 4 000 par 1,05 au carré. Pour la troisième année, 5 000 dollars, donc par 1,5 à la puissance 3, ce qui nous fait 4 319. Ben, si on calcule les trois ensemble, nous serons pratiquement 2 857, 3 628 et 4 319 dans les 3 années, et le cash inflow. Et donc,
réellement, nous serons gagnants. Nous aurons 10 804 par rapport à l'année 0. Donc, vous voyez, la net present value, notre net present value à la première année, 2857. Notre net present value à la seconde serait 3628. Notre net present value à la troisième serait 4319. Et le total du cash flow inflows, ce sera 10 804. Et nous avons gagné sur la même année $804,440. Voilà, notre investissement est gagnant au bout de 3 ans. Et donc, le net present value, c'est un capital, c'est un outil de budget de capital. Il est utilisé pour calculer et analyser la profitabilité d'un investissement projeté. Et donc, le net present value, c'est égal à le present value, tous les cash flows, les cash inflows, moins le present cash outflows. Et si le net present value est supérieur à 0, donc c'est acceptable. Sinon, c'est à rejeter. Et plus mathématiquement, plus formellement, plus théoriquement, le NPV serait égal à la somme de n égale à 1 jusqu'à grand N des annuités de Cn par 1 plus R à la puissance n moins C0, où n, c'est le nombre de périodes, que ce soit unité, weeks, semaine, jour, etc. Cn, c'est le net cash inflow durant la période n. C0, c'est le net cash outflow. C'est l'investissement total initial. R, c'est l'intérêt, le discount. Donc, à la prochain cours, on va essayer de calculer le LTV à partir de ces travaux. Donc, on a su calculer net present value, on a su faire les compound interest, les discount interest, etc., etc. Et maintenant, on va essayer de calculer le LTV. Donc, le present value, c'est le résultat, pour rappel. Present value, c'est le résultat des discounting future value au présent. Et comme on a calculé, PV, c'est égal à FV sur 1 plus R à la puissance N. Avec le concept du present value, c'est le net present value. Eh bien, on reprend l'exercice qu'on a fait. Et maintenant, on va essayer de calculer la LTV, Lifetime Value. Pour le calculer, il faut savoir les canaux de revenus, dépendant du business model. Si c'est en un seul temps, c'est une vente directe, il n'y a pas d'autres revenus, et s'il y a d'autres revenus, etc. S'il y a des recurring revenue stream, subscription fees, etc., etc. S'il y a des additional revenue opportunities, comme la franchise, comme d'autres trucs qu'on peut rajouter. On doit savoir une grosse marge, qui est le pricing moins production cost,
Tout cela, on l'a fait déjà. Et le production cost, il n'inclut pas les ventes. Le marketing, tout ce qui est administratif et le overhead, il inclut uniquement tous les coûts par rapport au produit, à la production du produit. Et généralement, en français, on appelle ça la marge sur les coûts matières. Il n'inclut, voyez-vous, il n'inclut même pas le R&D. C'est uniquement le coût pour la production du truc. Et d'autres points sont nécessaires, comme le rotation rate, s'il y a une rétention, combien les customers vont continuer à nous payer avec cette rétention. Tout cela, on a déjà discuté, life of product, les années où il va rester le produit en vie, et next product purchased, c'est le prochain produit, le pourcentage où les clients ils vont acheter de nouveaux produits ou le produit de remplacement. Bien sûr, il faut connaître aussi le coût du capital et le pourcentage du coût de capital de ton business. Donc, et c'est pour cela qu'on a calculé, on a pris en compte tout ce qui est discount rate, tout cela, que ce soit en dette ou bien en equity, il y a des coûts par rapport à ce capital-là que vous êtes en train de payer sans pour autant le savoir, pour rendre en fait l'argent aux investisseurs. Et pour les nouveaux entrepreneurs qui ne connaissent pas, il faut savoir que c'est un nombre approprié. Le nombre approprié serait de 35 à 75%. Là, il est à noter que autant votre business est risqué, autant que le nombre il va s'agrandir par rapport à cela. Algorithme, donc pour chaque année, Y. Pour chaque revenu modèle, il y a Y client. Ici, Y. Le client va remplacer votre produit. On va voir avec le gross margin, rotation rate et next product purchase rate pour calculer le profit P. Sinon, on va voir juste le gross margin et rotation rate pour calculer le profit P. Ce qui nous fait total profit plus égale P. Donc, calculons le present value, le total profit à l'année N. LTV plus égale à PV. Total profit égale à 0. Prenons un exemple. On assume que l'entreprise Widget, son business model est en un seul shot. Aussi, il y a des upfront charges. Il y a des revenus récurrents par rapport à la maintenance. Donc, dans le one-time, ils vendent le widget à $10 000 et les récurrents maintenance revenus, c'est 15%. Après 6 mois de garantie de la première période. Ils ont une gross margin de 65% sur le widget price et 85% sur la maintenance. Une rotation rate de 100% à l'année 0
et 90% les prochaines années. La durée de vie du produit est 5 années, la même pour la maintenance. Et le prochain Product Purchase Rate est de 75% pour les deux cas. Le coût de capital est de 50% pour les deux cas. Donc si nous voyons un peu, le one-time upfront payment, how much profit can be made out of this channel. Donc 10 000 $, il va rester le même jusqu'à l'année 5. Next Product Purchase Rate 0,75. Gross margin du widget 0,65. Et les profits, ça va être 6 500 $, plus à l'année 5, 10 000 fois 0,75 fois 0,65, ce qui nous fait 4 875 $. Le revenu 2, qui est par rapport au widget, la maintenance du widget, la première année, ça va être 750 $. Le coût, pardonnez-moi, pour les premiers 6 va être 750 $. La première année, 1500, deuxième année, 1500, troisième année, 1500, quatrième année, 1500, et 6 mois uniquement pour la cinquième année, vu qu'on a. Ça va être 750 $. Donc, le rotation reste lui-même. Donc, à l'année 0, ça va être 1. À l'année 1, jusqu'à l'année 4, ça va être 0,9. Le cumulatif, ça va être 1. L'année 0, 0,9, la puissance 1, l'année 1, 0,9 puissance 2, etc., etc. New Product Purchase Rate et le gross margin. Donc, si nous voyons un peu, bon, pour l'année 1, pour l'année 0, nous avons un gross margin de 750 fois 1 fois 0, qui est le New Product Purchase Rate, fois 0,85. Essayons de calculer cela, essayons de comprendre cela. Je vous donne 20 minutes. J'espère que vous avez fait l'exercice widget encore une fois. Donc maintenant, nous allons nous lancer vers le coca et le calcul du coca. Donc, beaucoup parlent du coca, le cost of acquisition, client acquisition. Donc, quelques-uns vous diront que mon coca est à 10 $. D'autres vous diraient à 5 $. D'autres, il va dire que le mien, il est beaucoup plus awesome, beaucoup plus meilleur que le vôtre. Mais ça, en fait, tout le monde le dit, tout le monde le fait. Et nous allons retourner à la réalité pour ce qui se passe. L'optimisme, il est bien, mais il faut faire attention, très attention par rapport au vrai coût sur l'acquisition des clients. Et c'est essentiel que ce soit réalistique, que ces calculs soient réalistiques. Et pour pouvoir aussi faire les ajustements à temps. Combien ça coûte? Combien cela vous coûte d'acquérir un nouveau client à votre produit? En d'autres termes, c'est quoi votre coca? Pour calculer le coca, tu dois quantifier tous les sales et marketing costs, tous les coûts de vente et tous les coûts de marketing qui sont incorporés
pour l'acquisition d'un seul moyen client pour l'état de l'art. Exemple de coût de vente et marketing, incluant le salesman, le commercial, ou bien toute l'équipe commerciale, incluant les admins support, l'administration support. Donc généralement, si l'on a des produits qui ont besoin de support technique, etc., et ben, ça inclut les voyages, ça inclut tout ce qui est entertainment aussi, ça inclut les foires, les trade shows, ça inclut le téléphone, l'Internet, le site web, les ordinateurs, etc., qui sont inclus dans la partie commerciale et marketing. Tout ce qui est inclus est inclus en cela. Ça nécessite un vrai besoin de compréhension du process de vente. Tout ce qui est production, R&D, finance et administration et tous les autres coûts ne sont pas inclus. Le Coca versus l'LTV. Pour pratiquement toutes les nouvelles sociétés, le Coca va être très haut. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des upfront costs. Il y a des investissements qui sont en upfront dès le départ. Mais qui va se réduire petit à petit dans le temps, à l'opposé de la LTV, qui vous allez gagner votre marge dès le départ, et puis à chaque année supérieure, et ben, tous les profits, etc., vont être réduits. Donc si on crée un graphe, l'axe des X et le temps, l'axe des Y et les dollars, le LTV, et ben réellement, et le Coca sont pratiquement à l'opposé. Donc, dans cette période-là, nous avons un cash flow négatif au départ. Pourquoi? Parce que le coût, il est pratiquement très haut par rapport au lifetime value, coût d'acquisition des clients. Le cash flow ne devient positif que si le Coca, eh ben, il devient en dessous du lifetime value. Et ça, c'est le point d'équilibre entre les deux. C'est que le coût d'acquisition client est le même que le lifetime value. Alors, comment le calculer? On aura besoin réellement de quelques petits métriques. Le total marketing and sales expense over time, ou TMSI, tout ce qui est install base support expense, tout ce qui est pas la partie support, etc. Sales et technique, et tout ce qui est l'expenses. Et ces coûts, en fait, nous les intégrons parce que c'est eux qui font retenir les clients. Si on n'a pas un support technique nécessaire par rapport à nos produits, eh ben, nous allons perdre en returning customers, en retaining customers. Et donc, si vous vous rappelez bien, dans le cours de la LTV, eh ben, les 90% dont on avait par rapport au returning customers, eh ben, nous ne les aurons plus. Et donc, nous allons perdre encore plus de profit. Notre courbe ne serait pas bonne. Et puis, nous aurons du new customers over time, NCT. Et le Coca, c'est le total marketing and sales expense over time, moins l'install base support expense over time, le tout divisé par new customers over time.
Le quota est généralement calculé sur 3 périodes consécutives: short term, first years of vente, medium term, second and third, la seconde, troisième année de vente, et long term, quatrième et cinquième année de vente. Mais il dépend en fait de votre compagnie. Si c'est une start-up, si c'est une industrie, etc., tout change. Mais généralement et typiquement pour des start-up, on calcule cela en ce sens. Donc, on prend l'exemple, la société de AGE, donc Associated Gas Energy, ils pompent du pétrole et produisent du gaz associé, avec, bien sûr. Donc, et en fait, ils ont des problèmes avec tout ce qui est environnemental, etc., etc. Et c'est ce qui, ils ont des coûts par rapport à tout ce qui est environnemental. Euh, Sinon, prenons par exemple une nouvelle société. On la nomme Associated Gas Energy, avec le GTL, Gas to Liquid Technology, qui va convertir le gaz directement en crude oil, en pétrole, pour un coût de $70 pour un client conservateur. Donc là, nous parlons du pétrole de schiste, du gaz de schiste. Donc le client, en fait, il pourra être convaincu pour l'achat avec tout ce qui est avec tout ce qui est vente classique, donc direct sales methods, surtout dans les départs. Donc pour la première année, le plan de la première année, on va recruter un commercial expérimenté, disons un package à $175,000 par an. On va recruter un tech sales support person, un tech sales support, disons un package à $125,000. Un consultant pour nous aider à faire le break entre le premier client, les premiers clients et cette inertie pour pouvoir monter en échelle. Ils ont un full package de $150,000. Nous avons quelques voyages, $24,000. Nous avons développé quelques publicités, disons $15,000. Nous allons partir dans un trade show, une foire, $30,000. Et nous allons développer un site web, disons $10,000. Et nous expectons qu'on aura un seul client. Donc, pour l'année 2 et 3, le midterm, nous allons mettre à la porte le consultant. Donc, pratiquement tout ce qui est besoin en régulation, etc., a été solvé. Et puis, nous allons recruter une nouvelle recrue commerciale et un autre support technique pour que chaque année, on augmente les ventes. Nous allons augmenter toute la partie voyage, toute la partie publicité, toute la partie foire, la maintenance du website. Et nous expectons un nombre de clients entre 3 jusqu'à 7 dans les 2-3 années du midterm. Et nous allons assumer qu'il y a trois périodes dans seulement 3 années. Nous allons essayer de calculer.
Donc, l'année 1, 2 et 3. Donc, l'année 1, nous avons un seul commercial. L'année 2, deux commerciaux. L'année 3, trois commerciaux. Même chose pour le Tech Support People. Pour tout ce qui est en fait voyage, nous avons 24 000 $ l'année 1, 40 000 $ l'année 2, 52 500 $ l'année 3. Tout ce qui est publicité, 15, 24, 30 000. Tout ce qui est event, 30, 35, 40 000. Tout ce qui est coût de site web, 10 000 $. Et le consultant, le fameux consultant, 150 000 $ la première année. Et donc, le TMSI de l'année 1, il est à 394 000 $. Le TMSI de l'année 2, il est à 709 000 $. Et le TMSI de l'année 3, il est à 1 032 000 $. OK? Vous voyez un peu? Vous ne voyez pas. C'est compréhensible ou pas? Donc, c'est la somme, en fait, le TMSI, c'est la somme de toutes ces charges par année. Donc, chaque année, on a quelques charges. Donc, par exemple, pour les 394 000, c'est 175 000, plus 125 000, ça fait 300 000. Et puis 24 000, plus 15 000, plus 30 000, plus 10 000, plus 150 000. Ça nous fait plutôt 24 000, plus 15 000, plus 30 000, plus 10 000. Ça nous fait 25 000, 55 000, 60, 75 000 et 95 000. Donc l'année 1, en fait, ça va être 395 000. Le net, il va être 1 de 1, 2 et 3, 3 et 7. Là, c'est ce qu'on est en train de. Nous avons un seul client, l'année 1, pour l'année 2, nous prévoyons 3 clients, et pour l'année 3, nous prévoyons 7 clients selon ce postulat. Voilà, 3 et 7 pour l'année 2 et 3, respectivement. Les coûts, donc l'IBSE, donc 0 $ pour la première année, 20 000 $ pour la deuxième année et 60 000 $ pour la troisième année. L'Investment Base Support Expenses. Donc le COCA de la première année, ça va être 394 000 $. Le COCA de la deuxième année, ça va être 709 000 $ moins 20 $ sur 3, qui est le nombre de clients. Donc ça va être 229 000 $, 666. Et le COCA de l'année 3, ça va être 1 million moins 60 000 $, et le tout sur 7. Vous voyez le nombre de clients, comment il est important, parce que c'est un coût, cost of customer acquisition. Chaque fois que j'augmente les clients, à chaque fois que le coût et le ratio, il va même, et le coût, il va être euh, proportionnel. Là, quelques graphiques pour voir ce qu'on a fait. Donc l'année 1, l'année 2, l'année 3, pour tout ce qui est nombre de clients. Donc ici, on avait 1, ici, on avait 3, et ici, on avait 7. Donc, par rapport à tout ce qui est investissement en base de support, donc c'est pratiquement nul. Réellement, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est etc., c'est pas quelque chose qui est fameuse. Et nous voyons tout ce qui est tout ce que nous sommes en train d'investir en marketing et sales. Donc, c'est pratiquement une courbe assez droite. Et le coca va être entre les deux. Et donc, chaque fois qu'on augmente les annuités, à chaque fois, le coca, il tombe.
Comment le réduire? Très bonne question. Il y a plusieurs en fait solutions pour le réduire. Donc en utilisant le direct sales, même s'il est très cher, il faut, pour faire du direct sales, il faut avoir une équipe sales assez conséquente. Euh, il faut considérer dans l'investissement technologique tout ce qui est télémarketing, tout ce qui est community management, effective work presence, social media, etc., etc. Il faut automatiser au plus possible tout ce qui est les coupons et les incentives, que ce soit pour les utilisateurs, mais aussi pour les clients. Donc, pour qu'ils puissent être recrutés, voir le cas de Groupon et de Uber, pourquoi pas faire du MLM, multi-level marketing. Euh, on peut en fait, en ce sens, faire de revenus sans pour autant être salarié, sans pour autant être une workforce, et créer en fait des coupons aussi pour ces, euh, pour ces salesmen ou ces referrals, ou bien on en parle en tant que referrals, on en parle en tant qu'influencer, etc., etc. Mais en fait, ça a été auparavant très utilisé dans tout ce qui est marketing de réseau, donc network marketing. Il a beaucoup utilisé ce système. Malheureusement, ce système il est très connu en tant qu'un système de commission. Il est très controversé actuellement, vu que généralement, eh ben, il crée beaucoup de pyramides de Ponzi. Du coca, en fait, il faut aussi créer un taux de conversion assez conséquent. Pas tous les deals qu'on veut, ils peuvent être fermés, etc. Il y en a qui sont grands, il y en a qui coûtent très cher, des deals qui coûtent très cher. Malheureusement, il y a plusieurs types de deals. Il faut upscaler et faire grandir le maximum le taux de closing des deals. Donc, le plus tu clôt des deals, le plus tu as une conversion rapide et le plus qui compense directement tes coûts. Et l'un des trucs qui est assez intéressant et assez conséquent dans les ventes, c'est de augmenter. Et en fait, comment dire, c'est pas augmenter, c'est plutôt, euh, comment dire, raffiner. Ça, c'est mieux. Raffiner euh, nos leads. Donc, qu'est-ce que ça veut dire raffiner? Lorsqu'on parle du mot raffinage, on raffine le lait pour qu'il devienne du beurre. On raffine le lait pour qu'il devienne du fromage. C'est tous ces produits qu'on essaie de raffiner pour leur donner une meilleure valeur ajoutée, un meilleur goût et on crée de plus d'argent. Euh, on génère de plus d'argent. Donc, c'est la même chose aussi pour nos clients. Donc, on essaie au lieu par exemple d'aller chercher, d'aller vendre notre produit à une zone qui est assez pauvre, eh ben, on essaye d'aller vers une zone qui est là où il y a une population qui est assez riche.
Donc, on raffine nos clients. Au plus on les raffine, au plus euh, euh, on aura euh, on va amoindrir les coûts réellement. Il y a HubSpot aussi qui fait beaucoup en ce sens. Et tout ce qui est inbound marketing strategy, ce serait intéressant de le voir. Et ce qui est bien en fait aussi, ce qu'il faut faire lorsqu'on va choisir le business model, c'est qu'on doit choisir le business model basé, et on se base sur le Coca en notre tête. Donc il faut très bien, euh, très bien choisir son business model. Et comment on va avoir une facilité à vendre notre produit. Donc, c'est facile de dire que, par exemple, je vais vendre mon produit chez Amazon, ou je vais vendre X, mais il faut voir combien ils prennent de commission. Est-ce que c'est facile d'aller, ça prend combien de deals pour que ton produit soit ajouté sur Amazon, pour que tu deviennes fournisseur chez Amazon, etc. etc. Tout cela, il doit être vu, comme on a vu par rapport au sales process, les process de vente, qui est très intéressant. Donc, tout cela, nous parlons, c'est par rapport à votre scale-up et par rapport à un marché que vous ne connaissez pas et que vous devez connaître le plus tôt possible et l'essayer. Il faut essayer aussi de créer un word of mouth positif, le plus positif possible. Il faut essayer d'augmenter en qualité la stature de votre entreprise. Et bien sûr, vos clients qui sont déjà, vu que vous êtes avec un MVP, ce devrait être eux, vos ambassadeurs, pour créer de la viralité, un growth viral par rapport à votre entreprise. Toujours calculer votre NPS, le Net Promoter Score, comme on a présenté dans les autres séances. Bien sûr, ils sont mis sur plusieurs groupes. Sur 3 groupes essentiellement. Il y a les influencers, les promoters, ceux qui donnent un 9 sur 10, un 9 jusqu'à 10. Ce sont des gens enthousiastes et loyaux qui vont pratiquement acheter toujours vos produits et vous référer. Il y a les passifs qui ont un score de 7 à 8, qui sont satisfaits, mais qui sont très vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aller vers un client, vers un compétiteur facilement. Et les détracteurs qui ont un score de 0 jusqu'à 6, et là on parle de pourcentage, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc 0 à 6, c'est 60%, de 0 jusqu'à 60%, l'autre de 70% jusqu'à 80%, et l'autre de 90% à 100%. C'est généralement les clients qui ne sont pas satisfaits et qui peuvent vraiment toucher votre brand et votre marque, et ainsi votre growth. Donc généralement, le NPS, c'est le pourcentage des gens, promoters, moins le pourcentage des detractors. Donc tout ce qui est passif, on ne considère pas. Donc le NPS, c'est pratiquement les promoters, ceux qui donnent 90 jusqu'à 100% de qualité, et moins les detractors qui donnent de 0 jusqu'à 60%. Et bien sûr, il faut que le NPS soit supérieur à 30%. Donc, le LTV et le COCA, ils vont vous aider à déterminer tout ce qui est partie finance. Est-ce que votre business, il fonctionne? C'est très important. Et on va essayer aussi de faire encore plus d'exercices sur ces deux notions.
Il faut vraiment mettre, les calculer et les suivre à chaque fois, les mettre en tant que KPI de suivi, les highlighter. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous montrer votre profitabilité. Autant vous êtes profitable, autant vous allez pouvoir être sexy pour les investisseurs. Et ceci, en fait, il va vous donner un scoreboard assez cool. Recommandation, ne créez pas de l'optimisme, un grand optimisme en faisant le Coca LTV. N'oubliez pas que les premières années, la première année, voire la deuxième année, ça va être un Coca qui est beaucoup plus supérieur à la LTV. Et donc, ne soyez pas effrayés, mais il faut que sur le long terme, jusqu'à 5 années, eh ben, le Coca, il est diminué à au moins 3 fois le LTV. Et voilà. Donc, la séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez pu comprendre ces notions. Je vous laisse avec l'exercice de calcul du Coca.